Monsieur Lopé, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir ici, au Stade Océane, chez vous. Oui, c'est un plaisir. Et voilà. Il y a quelques jours, c'était la fin de la saison avec ce dernier match contre Marseille, qui s'est soldé par une défaite, on va dire, anecdotique, parce que l'issue du championnat pour le HAC était déjà scellée depuis la journée précédente. Justement, j'ai un peu envie de vous parler de la journée précédente et de la manière dont vous avez vécu le match Strasbourg-Metz, qui a permis d'officialiser à 99,9% le maintien du HAC. Déjà, j'imagine que vous l'avez regardé ce match. Ah bah bien sûr. Bien sûr. Comment vous avez réagi quand Strasbourg a réussi à renverser Metz dans les dernières minutes avec ce but à la 91e? Comment vous avez réagi? Est-ce que vous avez senti une libération? Bah bien sûr, je crois que le premier but plutôt que le deuxième, parce que ça au moins, ça nous donnait quand même beaucoup plus de souplesse pour la dernière journée. Et puis quand ils ont marqué le deuxième, qui n'est pas toujours surprenant quand ça arrive, parfois ça s'enchaîne très vite. On était ravis. On était tous les deux, moi, ma femme Christine. D'accord. C'est le porte-bonheur. C'est le porte-bonheur. Oui, j'ai pas invité les autres à la part justement exprès parce que pour avoir les mauvais ongles. D'accord. Donc avec Christine, ça va. Ma montre qui porte toujours le bonheur. Et puis on a regardé le match et puis voilà le résultat. D'accord. Donc en fait, votre épouse est obligée de regarder maintenant tous les matchs avec vous. Du coup, c'est votre porte-bonheur. Ou vous la gardez pour les matchs très très importants? Oui, non mais bien sûr, je garde pour les matchs très très importants. Mais c'est plutôt qu'on n'en vit pas non plus les ondes négatives. D'accord. Mais il faut faire le tri. Et comme ça, je suis sûr qu'elle est positive. Donc si je regarde qu'avec elle, il y a que des choses positives dans la pièce. D'accord. C'est qui? Quelle est la première personne que vous avez appelée une fois que le match était terminé? Ça, je ne me rappelle pas parce que Jean-Michel Roussier, bien sûr. On parle après tous les matchs. Et ensuite, je crois qu'on s'est couché. Il y avait beaucoup d'émotions Bien sûr, il y avait de l'adrénaline quand même, ouais. Ça a duré un certain temps, mais après c'était, je crois que après c'était des textos. D'accord, ok. Il y avait besoin du coup de faire retomber un peu la pression. Tout à fait. D'accord, ok. Je le disais, la saison s'est terminée donc ici dimanche, devant 24 000 personnes, une nouvelle fois un guichet fermé. On a beaucoup parlé cette saison au-delà de l'aspect sportif, l'une des plus grandes réussites du club cette saison, c'est cette affluence, cet engouement autour de l'équipe, qui est un peu extraordinaire, à 22 000 spectateurs de moyenne. Je dis extraordinaire dans le fait que ça allait très vite. Il y avait déjà des prémices la saison dernière dans la course à la montée, avec déjà plusieurs guichets fermés. Mais si on remonte seulement 2 ans en arrière, le stade sonnait quand même beaucoup plus creux. On était sur une moyenne de 6 000. Comment vous la jugez? Comment vous la qualifiez, cette affluence, cet engouement qui est arrivé à vitesse grand V? Oui, je crois qu'il y a deux choses importantes dans cette histoire. Je tire au moins deux leçons. D'abord, ça faisait quand même un certain temps qu'on n'a pas joué en Ligue 1. Et puis, il y a une frustration de jouer en Ligue 2. À ces gens-là, je dirais oui, mais on n'est jamais menacé de descendre non plus, qui n'est pas toujours évident, parce qu'on regarde bien les clubs. Mais donc je crois qu'il y avait beaucoup d'envie, qui voulaient, mais ils ne se libéraient pas, qui ne pouvaient pas justifier peut-être de dépenses de venir ici. Mais le deuxième partie qui est probablement plus important, c'est que dans les 22 000 moyennes de cette année, il y a toujours le même 3 000 qui étaient là quand il y avait que 6 000 de moyenne. Et ça, franchement, nos supporters sont assez fiables pour ça. Et puis, je suis tout à fait reconnaissant que même les lundis soirs, Ligue 2, 8 heures de soir, 9 heures de soir, 10 degrés, mais sous la pluie, ils y sont. Donc, franchement, c'est ça que je suis plus heureux pour eux que pour le reste du grand public qui vient parce qu'il y a un beau soleil, quoi. Sportivement. Donc là, vous pensez surtout à ces 3000 fidèles qui, eux, étaient là, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente en Ligue 2, et même quand ça tournait moins fort sportivement, du coup. Voilà, pas toujours tendre avec moi, mais toujours présent. D'accord, ok. Et c'est ça que vous voulez retenir, du coup? Ah bah oui. Vous me tendez la perche, vous dites pas toujours tendre avec moi. On le rappelle, vous êtes à la tête du club depuis 2015. Vous l'avez racheté depuis 2015. On va dire que dans vos premières années, même si par 2 fois vous êtes passé pas loin de la montée, notamment cette première saison contre Bourg où il a manqué un but, mais vous avez aussi mangé un peu votre pain noir dans vos premières saisons, sportivement en tout cas. Les supporters n'ont pas toujours été tendres avec vous, ils vous ont un petit peu taquiné, il y avait des banderoles. À l'Auguston, on a un problème. On rappelle que vous partagez votre vie entre cette ville et puis le HAC. Est-ce qu'à un moment, quand même, dans ces années, quand c'était un peu plus compliqué, vous n'êtes pas dit
qu'est-ce que je suis venu faire dans cette aventure du foot pro, c'est quand même bien compliqué. Non, parce que déjà, l'analogie que vous utilisez, je ne suis pas tout à fait sûr que je suis d'accord avec ça, mais dans le sens que les supporters, ils sont impatients. Déjà, ça fait 15 ans qu'ils n'étaient pas montés, mais qui ont gagné tous les matchs, quoi. Et puis, on est capable de gagner, il faut connaître le public, et puis la presse aussi. Si tu vas bien, ça va, c'est les joueurs qui font leur job. Et si tu vas mal, c'est le faute de président, de propriétaire, comme si c'était à moi de mettre le ballon dans le filet. Bon, en bref. Donc, pour moi, la décision n'était jamais mise en question dans ma tête. Jamais. Parce que ce n'était pas une décision de prendre un club de football. C'était un problème socio-économique qu'on voulait traiter ici. Et surtout, on ne voulait pas que la situation financière qui était déjà extrêmement précaire s'empire. Et donc, le but de l'opération dès le départ, c'était de restaurer la stabilité financière. Et ça démontre certaines choses. Ça démontre les économies quand il faut faire. Et puis, on a quand même lâché quand il a fallu. On a fait venir les bons joueurs et tout ça. Alors, j'avais toujours dit, autre chose, j'ai toujours dit, le problème, c'est pas l'argent pour avoir les bons joueurs. Le problème, c'était qu'on était en Ligue 2. Alors, c'était misinterprété. Les gens disaient, votre pays dit que l'argent, c'est pas un problème. Je n'ai jamais dit ça. Ce que j'ai dit, c'est pas l'argent pour le recrutement. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'ils jouent les très bons joueurs. Ils veulent jouer en Ligue 1 ou ailleurs. Il veut pas venir en Ligue 2. Et ça, c'est pour recruter et aussi pour les garder. Quand on a un bon joueur qui commence à monter le grade, et si le club n'avance pas, il va avancer sans le club. C'est naturel. Donc, pour nous, la décision était toujours l'existence du club d'abord, et puis de mettre une équipe compétitive, bien entendu avec l'objectif de monter en Ligue 1, en façon durable. Et maintenant, on trouve qu'on va attaquer la deuxième saison, donc une partie du deuxième objectif qui est en train de se réaliser, qui nous donne beaucoup de plaisir. Mais non, la question n'était jamais en place. Et puis, moi, j'avais déjà géré une société pendant 15 ans, qui était cotée sur la bourse américaine. Si vous croyez que les fans ici ne sont pas tendres, loupez un de vos provisions trimestrielles, vous allez voir qu'est-ce que vous allez prendre plein sur la tête. Ouais, c'est autre chose. C'est autre chose. Et entre deux, c'est l'argent des autres qui en mettent en jeu. Et ce n'est pas question d'1 ou 2 millions, on parle de centaines de millions si on n'est pas bon. Donc vous êtes blindé du coup alors. On devrait être blindé. Je lis très très peu la presse et l'article, le réseau social, je ne consulte même pas. Et puis, il faut juste avoir le courage de prendre les bonnes décisions à un moment donné, sachant qu'il tôt ou tard, on se fait critiquer, mais on vit avec. D'accord, ok. En tout cas, aujourd'hui, maintenant, vous avez vécu une montée en Ligue 1, donc comme vous l'avez dit, c'était la première depuis 14 ans, et un maintien, première fois depuis 25 ans, ça pour le HAC. C'est quand même 2 événements majeurs qui se sont enchaînés. Est-ce qu'il y a, quand si on remonte 2 ans en arrière, vous auriez, juste avant l'arrivée de Mathieu Bodmer, de Jean-Michel Roussier, est-ce que vous auriez pu imaginer ça? Que ça aille si vite, que ça s'enchaîne si vite, que ça procure autant d'émotions aux supporters, à vous aussi? Moi, je voyais le progrès. Donc, ma réponse, honnêtement, c'est oui et non. Non dans le timing, parce que c'est impossible, c'est imprévisible, les montées. Bon. Par contre, sur le long terme, ça ne me surprend pas, parce que depuis qu'on est là, et j'ai dit on est là, je parle clairement de moi et ma femme Christine, on a toujours décidé, on prenait de bonnes décisions, à mon avis, sur l'infrastructure. Si on parle de Socons, développement de la cave verte, il ne faut pas oublier que maintenant, l'année prochaine sera la 4e année sur les dernières 5 années, que les filles vont jouer en D1 en Arkema. Et donc, si on prend des bonnes décisions, au fur et à mesure, les résultats, ils arrivent. La chose qu'il fallait rajouter, qui faisait le gros trou dans notre processus, et les choses qui manquaient au club, c'était une cohérence sportive, basé, pas complètement, mais beaucoup sur la data, et on formait les jeunes à la même façon qu'on veut les faire jouer aux pros. Et quand on a trouvé, eh bien, c'est pas un secret d'État, il y a plus qu'un an maintenant, il y a 1 an et demi, il y avait un repreneur qui est venu. Moi, je ne faisais pas très attention au repreneur. Et puis, en fait, je ne crois pas que je le rappelais. Et puis, j'ai eu un coup de fil de Mohamed El Karaz qui me dit « Vincent, nous sommes avec lui.
Ben, je lui dis, toi, Momo, je t'aime bien, mais quand tu parles de nous, c'est qui nous? Il m'explique, il y a Mathieu Bodmer, il y a Jean-Michel et Julien Momo. Et ils n'avaient pas encore le nom de Luc Elsner dans leur... Peut-être ils avaient dans leur tête, mais ils n'exposaient pas. Donné, en tout cas. Et donc, je dis, OK, ben on se voit. Ils commencent à m'expliquer leur philosophie de jeu. Julien Momo, c'est un garçon brillant pour moi, qui cherche avec les data, formater ses propres algorithmes pour mieux comprendre quelle est la complémentarité entre les joueurs et qu'est-ce qu'on crée une très bonne équipe avec des bons joueurs, au lieu de faire une équipe qui est pas mal avec des joueurs excellents, qui est parfois le cas. Et donc, quand j'ai vu tout ça, j'ai dit, voilà, on a avec quoi remplir le trou. Et entre deux, pour pas cacher, il y avait des changements qu'il fallait faire ici au club. Je parle pas seulement sportif, mais même dans les directions. Et donc, quand j'ai vu la totalité de l'équipe qui arrive avec une philosophie unique, et puis et beaucoup de cohérence déjà entre eux, j'ai dit, en fait, j'embauche pas une personne, j'embauche une équipe. Et l'équipe que justement j'ai cherché, et bien voilà. Et donc, j'ai embauché l'équipe, mais je n'ai pas retenu le projet. Bon, ben, remarque, on est toujours là, moi et Christy. Voilà. Et vous avez rencontré, on faisait référence, donc Mohamed El Karas, qui est aujourd'hui le directeur sportif adjoint et le bras droit de Mathieu Bodmer. Vous avez rencontré en même temps Mathieu Bodmer, en même temps Jean-Michel Roussier, en même temps Julien Momon. C'était une... Non, Mohamed est responsable de recrutement. Et puis, je le connaissais quand il était ici avant qu'il parte. Et donc, c'est quelqu'un que j'ai toujours apprécié. Et je trouvais surtout avec les jeunes joueurs, c'était quelqu'un qui pouvait bien communiquer avec leur famille et puis surtout quand ils arrivaient ici, de faire un atterrissage assez douce. Donc c'est quelqu'un à qui j'ai confiance à ce côté-là, côté humain. Et puis Mathieu par réputation, mais pas dans la direction sportive, sinon comme joueur. Et Jean-Michel, parce qu'il avait déjà fait, il était au Marseille, il était à Nancy, tout ça, donc c'est un garçon d'expérience. J'ai accepté le premier entretien, qu'on a mangé ensemble, et puis j'étais très très à l'aise tout de suite avec, si on parle de Jean-Michel, son niveau de maturité et le fait qu'il a déjà géré un club, donc c'est pas quelqu'un qui va apprendre de neuf, il connaît parfaitement bien le fonctionnement d'un club, et puis de la ligue professionnelle, donc j'étais très à l'aise avec lui dès le départ, et puis on s'est vu plusieurs fois après. J'ai quand même testé pas mal les thèses, les hypothèses de Julien et les processus qu'il voulait mettre en place. Mathieu s'exprimait déjà avec une maturité que je n'aurais pas imaginée, de quelqu'un qui était plutôt joueur pour moi, qui est dirigeant. Et puis, avec le groupe ensemble, on s'est vu à plusieurs reprises et à un moment donné, je leur ai proposé, on a mangé ensemble, je leur ai proposé de venir même sans le projet économique derrière. J'ai dit, bon, je vous offre les postes ici et que vous venez tout seul. Et ils ont tous accepté, d'abord voilà où nous sommes. D'accord. Est-ce que vous estimez que c'est la meilleure décision que vous avez prise en tant que président propriétaire du HAC? En fait, sportivement, oui. Les autres bonnes décisions, il y a les très bons, les bons et les moyennes, quoi. Mais je crois que les autres trois bonnes décisions qu'on avait prises, c'est l'infrastructure. Dès le départ, comme j'étais confiant qu'on allait monter tôt ou tard, si on attend de monter pour regarder l'infrastructure, qu'est-ce qui se passera? On va être obligé, parce que c'est pour être homologué, ou que la Ligue va exiger, ou la Fédération va exiger, on va être obligé de mettre de l'argent dans l'infrastructure. Au moment qu'il faut mettre de l'argent pour les joueurs. Parce qu'on n'a jamais assez d'argent pour peupler une équipe de Ligue 1. Donc, j'ai décidé d'avancer les projets comme Socons, les bureaux ici, le restaurant, l'hôtel, etc. Et ça, c'est question numéro 1, c'est l'infrastructure. La deuxième décision, pour moi qui était très important, c'est pas dans l'ordre d'importance, c'est d'investir plus dans la cave verte, dans notre section, dans le centre de formation. Et puis, niveau de recrutement, et on a quand même amélioré, pour moi, les directions générales et les adjoints. Et voilà, les résultats sont là. On est dans les top 4 ou 5 maintenant, ça fait 3 ans d'affilée. Et puis, c'est clé pour les raisons que tout le monde connaît. Et le troisième,
c'était un investissement dans la section féminine. Et puis, et ça, c'est une décision peut-être le plus critiquée par certains, parce qu'ils disaient, ben, c'est quoi le retour économique? Et parce que et vous utilisez cet argent-là pour les filles au lieu de mettre pour les garçons. Bon, je disais, bon, ok, oui, vous avez le droit de votre critique, mais déjà, quand on mesure l'investissement, ou le retour sur l'investissement, parfois c'est l'argent. Je mets 1 sou, je reçois 2, j'ai doublé mon investissement. Cette fois-ci, je mets 1 sou, et qu'est-ce que j'ai? J'ai une fille qui va devenir, quoi que ce soit qui arrive, pro ou pas, une bonne citoyenne productive pour l'avenir. Ben, je ne sais pas mesurer ça, mais ça a une vraie valeur. Et donc, si on considère le retour sur l'investissement sur la section féminine, ce n'est pas du tout économique, et ce n'est pas simple, et ça a coûté très cher, mais quand je vois qu'est-ce qu'on est en train de faire maintenant, et on voit enfin une jeune fille de 12, 13, 14 ans, et là, l'année prochaine, je crois que si tout continue, on va lancer même le centre de formation, section féminine. Moi, je suis ravi, et puis ça nous chauffe le cœur, je parle pour Christine aussi. Et puis, on avait déjà l'exemple. On avait la section masculine et les garçons, et je voyais dans la communauté l'impact. Quand on tombait sur un ancien joueur de la KVVR, qui ne soit jamais pro, bon, on voyait quand même quelqu'un qui était poli, bien formé, bien élevé, et puis avec des disciplines et la confiance en soi-même, qui parfois les autres, ils n'ont pas. Et donc, on voulait faire la même chose pour les filles. La façon de le faire, c'est clair. Tu mets une équipe gagnante sur le terrain tout de suite, et ça crée l'engouement. Donc, en 2017, on a recruté 10 à 9 Américaines. Ben voilà, on est monté tout de suite de D3 à D2, et ainsi de suite, on est monté. Donc, ça crée l'engouement. Et maintenant, on a les filles de la région qui pointent, qui veulent faire partie de notre équipe. Et c'est ça l'opération. Le but de l'opération, c'est clairement ça. De créer une équipe ici, des Havraises, au moins des Normandes, ou à la fin, au moins françaises. Et puis, on est bien sur ce chemin-là, on est bien installé en D1, et on va continuer. D'accord. Vous parlez des féminines, donc ça a été longtemps, effectivement, vous l'avez longtemps défendu avec votre épouse, cette section féminine. Aujourd'hui, donc, elle enchaîne un 2e maintien consécutif en D1. 3e, excusez-moi. Oui, ce sera la 3e saison, la semaine prochaine. Voilà. La 3e saison. Oui. 2021, 3e saison consécutive, exactement. On dit la même chose, mais de manière différente. Ouais. C'est exactement ça. Est-ce que vous pensez qu'il est encore possible de la faire grandir, cette section féminine? Et si oui, de quelle manière? Est-ce que c'est possible grandir au niveau des résultats? Au niveau des résultats, ouais. Est-ce que c'est possible de jouer la première partie de tableau, de jouer les places européennes, ou malgré tout, aujourd'hui, ça vous paraît quand même un peu trop haut en termes de résultats? Bon, c'est peut-être pas très populaire de le dire, mais je crois qu'on n'a pas fait une très très bonne saison cette année par rapport à la qualité qu'on avait recrutée. Ici, Laure Le Pailleur était là, leur pilier extraordinaire pour le programme. Elle serait d'accord avec moi qu'effectivement, on avait déjà une équipe qui pouvait jouer un peu plus haut dans le tableau. Bon, je ne sais pas 3e, peut-être pas 4e, mais après ça, on croyait, et moi je crois toujours, que c'est une équipe qui était un peu, pas toujours consistante, un peu inconsistante. Et pour ça, on avait perdu les matchs qu'on aurait dû pas perdre, on a fait des matchs nuls qu'on aurait dû gagner. Et donc, c'est pas le manque de courage, c'est pas le manque d'envie, c'est un manque de, comme je dis, d'être consistant, de consistance. Et donc, honnêtement, je crois qu'on a une équipe déjà qui est une équipe de milieu de tableau. Déjà pour aller voir un peu plus haut déjà. Qui ne va pas dire qu'on ne va pas essayer de l'améliorer. Je suis sûr, Laure, elle travaille que pour ça. C'est sûr qu'on va le faire. Et c'est un peu l'idée aussi, mettre une section mettre une centre de formation féminine. En féminin, c'est un pari pour l'avenir. C'est un projet à longue haleine. C'est pas demain matin qu'on va profiter de ça, mais dans le temps, avec le temps, les bons joueurs vont émerger. Donc, on peut faire mieux. Même cette année, on peut faire mieux, pour être honnête, au moins à mon avis. Et je suis sûr que Laure est d'accord avec moi. D'accord. Donc là, la prochaine étape, du coup, de la section féminine, c'est ce fameux projet de centre de formation qui, si tout se passe bien, verra peut-être le jour dès la saison prochaine ou... On va commencer. On ne peut pas tout faire tout de suite. D'accord. Mais je sais que Jean-Michel et Laure, ils ont l'idée de faire avancer le projet.
Et il faut voir avec eux exactement à quelle Bien vitesse. sûr, ok. Vous avez aussi fait référence aux jeunes et à la KV. On sait que là, d'ici quelques jours, les travaux de rénovation de la structure vont commencer. C'est des chiffres importants. Je crois que M. Roussier avait évoqué le chiffre de 4 millions d'euros pour la rénovation des bâtiments, ce qui ne compte même pas les pelouses. Donc c'est quand même quand même un chiffre assez important, dont une part qui est assumée par le club, si je ne me trompe pas, si je me souviens bien des propos de M. Roussier. C'était nécessaire du coup de rénover cet outil qui est la KV verte, qui est un outil forcément indispensable et incontournable du HAC. Oui, parce qu'en fait, ça devient même une question de classement au niveau de club et puis de centre de formation. Et c'est très important de garder notre niveau de classement. Et donc, c'est un peu l'exigence. Est-ce qu'il faut vraiment, de notre propre côté, est-ce qu'on aura fait 4 millions de dépenses? Je ne suis pas sûr que ce sera peut-être 3, mais de toute façon, il y avait des choses à faire. Il est temps de renouveler. C'est un peu l'histoire quand on avait décidé d'arrêter à Saint-Laurent, le centre technique, et faire tout venir à Socons. C'était quand même le temps d'investir, pas autant qu'on avait mis ici, mais quand même faire un investissement relativement important à Saint-Laurent, soit investir, soit quitter l'endroit. Et puis, c'était le moment on regardait, on disait, on devrait réunir quand même le club, parce qu'avoir 2 pôles comme ça, un à Saint-Laurent, un autre au stade, pourquoi pas ici, Socons c'est à côté, et puis on avait la mairie avec nous, qui ont joué le jeu. En plus, il y avait une Coupe du Monde qui allait arriver. Coupe du Monde féminine, du coup. Et donc, les étoiles étaient alignées. D'accord. Okay. Je reviens un petit peu à l'équipe masculine et à cette saison, un maintien. Moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué à titre personnel, c'est l'annonce de la prolongation de Mathieu Bonnemer, qui est intervenu début avril, à un moment où l'équipe n'était pas au mieux. Elle sortait d'une série de contre-performances. Ça a beaucoup marqué les observateurs extérieurs que Mathieu Bonnemer, qui incarne un petit peu le projet sportif du HAC aujourd'hui, annonce sa prolongation à ce moment-là, qui lance le message, il fait confiance au club pour continuer le projet. Est-ce que vous considérez aussi que ça a été peut-être un des tournants de la saison, même si ça ne s'est pas passé sur le terrain, mais un moment important de votre saison qui a permis de décrocher ce maintien? Bon, je ne vais pas tout dire de ce que je pense sur le sujet parce que j'ai déjà partagé avec Mathieu, mais dans les grandes lignes, pour moi ça m'a marqué, ça m'a beaucoup marqué, pour les mêmes raisons que vous venez de citer, dont je ne peux pas répéter tout ça, mais de prendre cette décision à ce moment-là, ça montre vraiment, c'est une marque de maturité, c'est un vrai homme. Et il n'y a pas d'autre mot à dire. J'étais extrêmement super content, très fier de lui, de ce qu'il avait fait. C'était le moment qu'il fallait faire. Je crois que ça crée confiance, même dans la longueur. Je ne sais pas si c'était par les jeunes dans le vestiaire, peut-être, mais certainement dans l'environnement autour du club. C'est clair. Donc, moi, j'ai que l'admiration pour ce geste qui était tout juste au bon moment. N'importe qui aurait pu dire ça après le match de dimanche. Moi, tout qu'on fait, je reste. Et on aurait dit, oui, d'accord, ok, tu vois, maintenant, le soleil est ressorti, donc ça va. Mais là, le moment qu'il a fait, c'est tout à son honneur. Tout à son honneur. Et je suis très content et très fier de lui et pour lui. Un petit mot sur vous. Depuis que cette nouvelle équipe que vous avez recrutée est arrivée, avec notamment aussi Jean-Michel Roussier au poste de président-directeur général, vous êtes un peu plus en retrait de l'opérationnel par rapport à avant. Comment vous le vivez? C'est quoi le rôle que vous tenez? Est-ce que ce rôle un petit peu en retrait vous convient? Comment vous vivez ce changement de situation par rapport, on va dire, à la période précédente? Bon, d'abord, je suis quelqu'un qui s'implique beaucoup dans les affaires, comme quand j'étais à dresseur avant et tout ça. Donc, c'est un peu contre nature. D'accord. De rester derrière les rideaux ou à l'écart. Mais tous les bons leaders, ils prennent des décisions pour le mieux de leur entreprise, pas pour eux-mêmes, sachant que si on prend les meilleures décisions pour l'entreprise, finalement c'est mieux pour eux aussi. Donc moi, je vais vous expliquer l'histoire, les événements qui m'a amené à embaucher. J'aurais pas embauché de base un nouveau président. Oui. J'aurais plutôt changé le directeur général.
D'accord. Ça veut dire, si je n'avais pas trouvé cette équipe, j'aurais peut-être, peut-être le coach, peut-être quelqu'un d'autre. Mais quand on voit l'équipe ensemble arriver, et on dit, dans la globalité, ça c'est la meilleure solution pour le club, je n'ai même pas hésité 2 secondes. Maintenant, mon implication à la quotidienne, ça m'arrange que je suis impliqué un peu moins parce que j'ai des autres activités, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, qui prend du temps. Bien sûr. Et puis, niveau de gestion de club, Jean-Michel, c'est pas Vincent Volpe, et c'est pas John Doe, comme on dit en anglais. Chacun on a ses différences. Il ne gère pas comme moi j'aurais géré, et moi je ne gère pas comme mon prédécesseur ou quelqu'un d'autre aurait géré. Donc, il y a des différences de style, de personnalité. Et puis, justement, cette semaine et la semaine prochaine, on s'assoit pour le sujet clé. C'est le budget pour l'année prochaine. À ce moment-là, je vous fais peut-être le passerelle. Et puis... vous êtes très bon sur les passerelles, hein, je tiens à vous le dire. Vous êtes, Et donc, ça, je vais mettre les mains, les pattes et tout dedans. ça c'est un travail de l'équipe. Et il n'y a pas que moi et Jean-Michel, il y a aussi Mathieu et puis mon conseil, notre chef financier de l'extérieur, Philippe. Donc on va tous regarder ensemble. D'accord. Vous parlez du budget de la saison prochaine. Est-ce qu'aujourd'hui, le club, il est toujours dépendant financièrement de vous? Oui, complètement. Voilà. Je me permets, j'ai consulté les rapports de la DNCG qui paraissent tous les ans, qui sont publics. Oui. On voit qu'il y a des lignes résultats exceptionnels où il y a des chiffres, 4 millions, 6 millions d'euros sur les 2 derniers. De l'extérieur, on se dit que c'est vous qui injectez de l'argent pour pouvoir équilibrer les comptes du mieux possible. C'est ça que ça signifie ou Oui, ça signifie ça. Soit une injection, soit un prêt, mais si c'est moi le banquier, si je prête l'argent à moi, c'est quoi à la fin? Bon, c'est injecté, quoi. D'accord, ok. Donc financièrement, le club, aujourd'hui, on rappelle, hein, vous êtes actionnaire ultra majoritaire à 96%, il dépend financièrement de vous, du coup. Oui, de moi et Christine. Voilà, enfin, de nous deux. Voilà, de la famille, du coup. Oui, de la famille. Vous pensez que... Alors, le football français vit des heures un petit peu compliquées. Au moment où on se parle, on ne sait pas le montant des droits télé. Voilà, donc c'est quand même pour les clubs français en général, c'est entre 50 et 60% du budget, donc c'est pas neutre. Est-ce que vous pensez que le HAC arrivera à sortir de cette dépendance liée à vous, ou le modèle économique du football est tellement complexe que ça paraît impossible? Oui, non, c'est aléatoire parce que là, le problème, entre guillemets, de l'année qui vient de se passer, c'est que on était obligé d'augmenter les dépenses parce qu'on avait embauché les joueurs qu'il a fallu, et avec peu d'exceptions, je crois que le recrutement était très malin. Et en même temps, comme on venait de monter, c'était pas le moment de vendre les joueurs qui avaient une valeur. Et troisièmement, la valeur de ces joueurs était par rapport à ce qu'ils ont fait en Ligue 2. Maintenant qu'ils ont une année dans les pattes de Ligue 1, la valeur est plus pareille. Donc, plus la même. On a valé 3 fois, difficilement, en se disant il n'y aura probablement pas des transferts importants, des ventes importantes. Et à un côté et à l'autre côté, il faut dépenser plus d'argent. Donc cette année, c'était une année qui n'était pas top niveau d'investissement. Maintenant, on a quelques joueurs qui ont une vraie valeur réelle de marché. Et autant ça serait super qu'ils restent, quand on regarde la valeur qu'il peut nous ajouter et les possibilités que ça pourrait nous donner de recruter encore plus, il est loin d'illogique de faire les transferts, donc on va le faire. Ouais. On va le faire. C'est presque j'ai rencontré Mathieu Bonnemer la semaine dernière et c'est ce que je lui disais, c'est presque un deuxième chapitre de cette histoire-là qui commence avec ce maintien en Ligue 1. Ça va vous ouvrir aussi des perspectives économiques de transfert, que ce soit dans les ventes ou dans les recrues, bien différentes de ce que vous avez connu forcément jusqu'à présent. Donc cette année, ça peut être une année de transition très clé. Et puis on rentre vraiment dans le modèle financier de Ligue 1. Parce qu'il y a des clubs, que ce soit Lens ou des autres, ils font des transferts importants dans les deux sens. Mais ils dépensent toujours moins qu'ils reçoivent, avec l'exception de PSG peut-être. Mais qui est un cas à part. Oui, qui est un cas à part. Et donc pour le reste, l'idée c'est toujours d'améliorer l'équipe, mais savoir le moment donné où on peut vendre en Angleterre ou dans un marché plus important et pour plus d'argent. Donc je crois qu'on va rentrer dedans. Donc je ne compte pas mettre autant de notre poche cette année qu'on a mis l'année dernière. Et puis
Mais toujours une discipline financière parce que c'est ça qui nous a amenés jusqu'à là. Faut pas imaginer autre chose. On aurait pu dépenser beaucoup plus d'argent et puis quoi, on termine comment? On DH. Ouais. Ça va très vite. On a des exemples partout. Bien sûr. Quand on parle d'argent et quand on parle du hack, cette saison, on a beaucoup parlé de CVC, de l'argent que vous n'avez pas perçu, du coup. Oui. C'est Jean-Michel Roussier qui a beaucoup été au front sur ce dossier-là. Est-ce que vous estimez que vous, en tant que club, en tant que propriétaire, vous avez été mal informé de l'utilisation de cet argent-là, de la distribution, du fait de céder 13% des droits télé? Je ne sais pas comment ça s'est passé exactement quand les discussions ont été menées, mais est-ce que vous trouvez que vous avez bien été informé à la base sur l'existence de ce qu'on va appeler CVC? Bon, d'abord, je vous dirais que le meilleur référence sur le sujet, c'est de regarder le 1h20 minutes que Jean-Michel a fait avec les sénateurs. Sur le sénateur, qu'ils ont posé quand il a été questions. auditionné il y a quelques semaines. Et donc, moi, je fais référence à ça aussi. Et il est clair qu'il y avait des éléments que personne savait, que très peu de monde savait, et que la plupart des clubs ne savaient pas. Après le vote était effectué, sans marquer tous les points dans l'ordre du jour, il était voté, nous aussi on a voté pour. Après on a découvert le reste, on a découvert que l'ordre n'était pas bon. D'accord. Et puis ils ont refait voter. Mais maintenant vous faites revoter les gens qui ont déjà touché 33 millions. Forcément, ils ne vont pas aller contre le... Ah non, ben non, parce qu'ils étaient en train de profiter. Mais le chose, le plus, pour moi, il y a deux problèmes, deux leçons que je tire de ça. Un, que pour moi, l'accord n'est pas bon pour la Ligue. De base. De base. D'accord. Et c'est une chose à voir. Okay? Il y a rien qui va peut-être changer, mais il est clair que la façon que nous sommes arrivés à cette décision, tout le monde n'était pas informé à 100%. La deuxième chose, c'est que notre cas spécifique n'était jamais envisagé. Non, effectivement. Qu'il y a une équipe qui touche une année de Ligue 2 et l'année d'après, comme ils sont ni en Ligue 2 et qui n'étaient pas en Ligue 1 de l'année d'avant, ils touchent zéro. Ben, c'est inimaginable. Et ça, je trouve la Ligue est extrêmement fautive, et surtout les dirigeants de la Ligue, parce qu'il aurait pu simplement dire oui, en fait, c'est un cas qu'ils n'avaient pas envisagé, ça ne change rien pour le reste. On va leur donner le 7,5 millions qui est des monts, qui est tout à fait logique, qui est bien calculable, et puis divisé par 40 clubs, et le fait qu'il y avait même le réserve, parce qu'il y a des clubs qui ont perdu le droit de télé, parce qu'ils n'avaient pas des capitaux propres, bon, ça se finance les yeux fermés. Et on passe à autre chose, mais non, ils ont insisté, un problème d'ego pour moi, c'est une supposition de ma part, mais franchement, j'ai trouvé ça n'importe quoi. C'était n'importe quoi. Et tellement facile à régler. Même aujourd'hui, il aurait pu régler. Bon, ils n'ont pas fait. Et puis, Jean-Michel, il continue de plaider notre cas. Et c'est pas simple pour lui. Ça lui fait pas plaisir de faire ce qu'il est en train de faire, mais il est là pour défendre les intérêts du club et il le fait bien. Vous pensez que vous pourrez, entre guillemets, toucher réparation sur ce dossier-là? Vous évoquez le chiffre de 7,5 millions là. Est-ce que vous pensez que à la fin vous aurez gain de cause? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a une différence entre right and wrong, comme on dit en anglais, et cette question pour moi est noir et blanc, il n'y a pas de gris. Et donc j'espère qu'on arrive à la bonne décision, mais pour l'instant, je ne peux pas dire. D'accord. Dernière question, Monsieur Volpé, la question que tous les journalistes vous posent à chaque fois que vous donnez un entretien, et c'est bien, c'est que vous la connaissez déjà. Je connais la question, mais je ne sais pas comment vous allez mettre la phrase, donc je vous écoute avec intérêt. Et donc, voilà. Non, mais est-ce que vous souhaitez est-ce que vous souhaitez vendre le club du Hack? Est-ce que c'est une possibilité dans votre esprit? On a l'impression, là, quand on échange comme ça, que vous prenez beaucoup de plaisir à en être le propriétaire, que forcément depuis 2 ans vous éprouvez beaucoup de plaisir, même avant avec les féminines, avec les jeunes. Est-ce que dans un coin de votre tête vous vous dites que c'est toujours une possibilité de vendre le club ou c'est totalement exclu? Non, il n'y a rien d'exclu et vous vous trompez pas. On dérive beaucoup de plaisir, moi et Christine, et la section féminine, ça fait une partie aussi, c'est clair. On avait vécu des moments très forts, des émotions énormes. Même la montée de D2 à D1. Et puis,
Et ça, bon, sont les souvenirs qu'on ne peut pas effacer, donc c'est très bien. Mais à l'autre côté, je reviens de ce que je vous avais dit avant, c'est que comme chef d'entreprise, il faut toujours agir dans les meilleurs intérêts de l'entreprise. Et notre club, c'est une entreprise. Les gens, parfois, ça choque, mais c'est un business, c'est pas autre chose, c'est une entreprise. Et puis, on pratique le football. Et en fait, notre produit, c'est de produire les matchs de football et tout l'entourage. Donc, si nous estimons qu'il y aura un meilleur projet qui peut apporter plus sportivement, plus financièrement, que nous avons la possibilité de le faire, on va étudier sérieusement ça. À l'autre côté, s'il y a quelqu'un qui arrive, qui dit, bon, ben, je vous donne les billets, vous allez doubler votre mise. Et si je trouve que le projet sportivement ne tient pas la route, ou que si j'ai des doutes sur les acteurs, bon, on a l'histoire qui n'est pas aussi éloignée que ça, on avait des voyous qui sont venus au club, et puis le club est tombé dans le piège. En plus, il n'y avait pas trop de solutions à ce moment-là. Et puis, on ne va jamais revivre ça. Je ne peux pas. Parce que imaginons qu'il y a quelqu'un qui vient, qui nous paye cher pour notre part, et puis il se plante, et puis le club, il descend de DH en 2 ans. Et bien, c'est qui est fautif dans l'histoire? Lui, mais nous aussi. Donc, on va prendre soin de cette décision, on va regarder. On est sollicité, mais demain matin, je n'ai pas quelque chose à annoncer non plus. Et ça peut prendre le temps que ça prend. Cette saison, l'année prochaine, je ne sais rien. Ça dépend des autres aussi. On est ouvert à tout. Et puis, il y a aussi, c'est pas oui ou non, il y a peut-être un mi-chemin aussi, si quelqu'un vient avec l'idée de commencer minoritaire, etc., et progressivement monter, c'est peut-être pas une mauvaise idée non plus, mais ça dépend du repreneur. Il peut y avoir quelqu'un qui arrive, qui connaît le football 10 fois mieux que moi, qui a 10 fois plus de moyenne, et puis il dit, OK, bon. La seule chose que je pouvais dire, c'est que notre équipe sportive ne bougera pas. Un repreneur qui décide qu'il va tout changer ici sur le terrain, il n'aura pas le club. Ça, c'est 100%. Je regarde dans les yeux. Il n'y aura pas de changement niveau de direction sportive au niveau de direction générale de ce club pour cette saison. Oublions ça. Donc, pour vous, le fan, le spectateur, le supporter, que ce soit moi et Christine ou quelqu'un d'autre, n'a pas changé ce qu'il y a sur le terrain. Et puis, le joie qu'on essaie de partager avec tout le monde et la continuation de cette belle aventure, on ne touchera pas. Bon, ça sera transparent. Parfait, je pense que c'est les supporters du HAC qui seront contents du coup. Ah ben j'espère. Merci beaucoup M. Volpe en tout cas, et puis bonne continuation pour la suite.